Je vais entamer la première capsule de la semaine numéro 3 en finition des métaux. Euh, je vais consacrer cette capsule-ci à un calcul de vérification d'un bain de nickel. Donc, vous savez qu'un bain de plaquage, euh, le bain de Watt en l'occurrence, qui consiste en un bain de nickel servant au plaquage du nickel sur de l'acier, le plus souvent. On l'appelle le bain de Watt. Le bain de Watt, par définition, c'est un mélange de sel de nickel et d'acide borique. Donc, vous avez ici dans la colonne de gauche la liste des composés. Donc, sulfate de nickel, chlorure de nickel. Bien entendu, ça donne une présence de chlore et aussi d'ion nickel, bien entendu. Et tout ça accompagné d'acide borique pour augmenter la conductivité du bain. Euh, Normalement, en industrie, le bain de Watt, la composition chimique des trois principaux constituants doit être représentée par des concentrations précises afin d'obtenir des qualités de dépôt adéquates. Là, on parle d'adhérence, de brillance, d'uniformité de dépôt, tout en offrant la meilleure conductivité possible, donc meilleure efficacité de courant et une plus basse consommation énergétique. Donc là, ce que je vais faire, je vais vous montrer la démarche qui consiste à, d'une part, analyser le bain de plaquage pour connaître les concentrations de chacun des composés dans le bain. Puis, à partir des résultats, euh, donc pouvoir déterminer la quantité des composés ajoutés afin d'obtenir la concentration spécifiée. Autrement dit, là, s'il manque du sulfate de nickel, du chlorure de nickel, ainsi que de l'acide borique, donc en connaissant la concentration de ces composés-là, on va donc forcément connaître la quantité exacte en fonction du bain de plaquage, du volume du bain de plaquage, qui dans cet exemple-ci représente un bassin de 22 gallons, qui s'approche pas mal du volume qu'on utilise même du bassin de Watt qui est déjà dans le laboratoire de chimie et dont on va se servir pour éventuellement faire dans un autre laboratoire là, un plaquage. Donc, vous voyez que dans l'ensemble des laboratoires du cours, là, j'essaie de donner une certaine logique, c'est-à-dire que on prend en prévision du laboratoire de plaquage au nickel. Donc, auparavant, on va vérifier si la composition chimique du bain de Watt est conforme. Donc, bien évidemment, ça passe par une analyse du bain, une analyse chimique, et, euh, et permettant, après ça, à partir des résultats, de faire la correction nécessaire afin que pour le deuxième laboratoire, on puisse travailler avec un bain de plaquage qui est conforme afin de pouvoir aller chercher les meilleurs résultats possibles. Voilà. Donc, je vais vous expliquer la démarche. Vous avez un tableau ici avec les composés. La deuxième colonne, c'est la composition originale, c'est-à-dire tel l'état dans lequel le bain de plaquage est au départ, avec ses concentrations analysées qu'on va aller obtenir en onces par gallon. C'est-à-dire, non, la composition originale, c'est la composition que l'on veut avoir, donc à l'origine. Donc, c'est ce qu'on veut, c'est les concentrations qu'on veut obtenir. Ensuite, dans la quatrième colonne, c'est la composition analysée, donc onces par gallon. Donc, les résultats d'analyse, c'est-à-dire les concentrations dans lesquelles le bain de plaquage est actuellement avant la correction. Et ça va nous permettre, bien entendu, d'ajouter, d'avoir une colonne, de connaître la quantité qu'on va ici vouloir avoir en livres de chacun des constituants. Et normalement, on devrait ajouter la quantité correspondante à ce qui manque pour aller chercher les concentrations originales, la composition originale.
Donc, je vous montre la démarche. C'est la méthode par titration. Vous allez faire la méthode par titration en laboratoire, mais aussi, on va en parallèle se donner l'occasion d'appliquer des connaissances que vous avez ou des compétences que vous avez déjà acquises dans un autre cours, en l'occurrence le cours de spectrum d'analyse chimique et cristalline, dans lequel, entre autres, on vous a appris comment utiliser l'appareil à absorption atomique. Donc, pourquoi pas profiter de vos compétences acquises pour aller chercher la concentration en nickel par une deuxième méthode différente. Donc, on va, dans le laboratoire, on va commencer par aller chercher les résultats de concentration par titration chimique, la méthode classique, la longue méthode. Et puis, on va aussi mesurer cette concentration-là à l'aide de l'appareil à absorption atomique en utilisant exactement la même procédure que vous avez apprise lors de votre cours d'analyse chimique et cristalline. Mais dans la capsule, je vais me concentrer sur la méthode par titration. Donc, on a des informations qui sont nécessaires pour faire le calcul. Donc, des facteurs qui vont être utilisés dans les équations de détermination de volume, de concentration ou de masse, c'est-à-dire qu'on doit obtenir pour faire la correction. Donc, chacun des constituants, le l'ion nickel, le chlorure de nickel, le chlore, l'acide borique, ont leurs facteurs de correction. Et on va recourir à des formules, deux formules, qui vont nous permettre d'avoir le sulfate de nickel, la quantité de sulfate de nickel avec un facteur intégré qui est de 4,48 dans la formule, en utilisant la teneur en ion chlore et la teneur en chlore. Et puis aussi une autre formule qui va nous permettre d'obtenir la quantité en acide borique qu'il y a dans la solution, autrement dit qui est analysée dans la solution. Donc, ça paraît comme ça un petit peu compliqué, là, mais c'est quand même, c'est une démarche que je vais vous montrer. Au final, on se rend compte que c'est relativement simple. Il s'agit de bien suivre la démarche dans l'ordre. Et puis, je vais vous montrer la démarche en question. Je vais y aller avec, ça va aller beaucoup mieux pour moi d'y aller avec, de vous montrer le tableau dans sa version Excel. Donc ici, vous avez le même tableau à peu près, là, quelques différences près au niveau de la présentation, mais vous avez essentiellement les mêmes informations. Donc les compositions originales que l'on veut avoir pour le sulfate de nickel. Bon, un petit courriel de Martine qui rentre en même temps. Euh, je vais lire ça plus tard, si vous permettez. Donc, 40 onces par gallon qu'on veut avoir au final en sulfate de nickel. On veut avoir 9 onces par gallon de chlorure de nickel. Et on veut avoir 6,5 onces par gallon. Donc, les onces, c'est une masse. C'est bien entendu, là, vous avez remarqué qu'on n'est pas en métrique ici, on est en impérial. Donc, gallon, c'est les volumes. Les onces, c'est une masse. Pourquoi que là, je vous achale avec des onces par gallon? Ben, entre autres, là, pendant votre DEC en département, là, on est conscient, nous, depuis plusieurs années, les profs, que à la petite école, là, primaire, secondaire, là, on se contente de vous montrer le système métrique. Donc, les millilitres, les grammes, les mètres, etc. Mais dans l'industrie, c'est pas mal plus souvent l'impérial. Donc, et là, ce qui est dommage, c'est qu'à la petite école, on vous montre plus l'impérial. On vous montre pas comment faire les conversions. Ça fait que autrement dit, ces connaissances-là relèvent de nous, les profs au département, pour s'assurer que vous fassiez correctement les conversions. C'est quelque chose qui peut peut-être paraître banal, mais c'est complètement essentiel. C'est extrêmement important. C'est une des choses les plus importantes que vous devez apprendre pour bien travailler dans l'industrie, pas faire d'erreur, c'est de faire des conversions entre le métrique et l'impérial. Ça peut avoir de graves conséquences de ne pas être capable de faire des conversions correctement. Il y a eu l'explosion d'une navette spatiale de la NASA en 86 qui a été causée justement par un ingénieur ou un technicien qui avait mal effectué d'une pièce d'un sous-traitant français qui lui devait faire des conversions d'unités sur les dimensions ou sur des caractéristiques dimensionnelles d'une pièce, puis il s'est trompé.
Donc, vous voyez, ça a des... Et pourquoi qu'il faut apprendre les deux systèmes? Parce que ça se trouve que les Américains, politiquement, eux, ont toujours préféré garder le système impérial dans leur industrie. Donc, ils ne travaillent qu'avec l'impérial, ou presque uniquement. 98% des entreprises américaines travaillent avec l'impérial. Et puisqu'au Québec, ben, les États-Unis sont de loin notre principal partenaire économique, donc beaucoup d'échanges de pièces, etc., des clients, acheteurs entre entreprises canadiennes et entreprises américaines. Donc, euh, les Canadiens, les entreprises canadiennes qui fournissent des pièces pour les compagnies américaines, ben, ils doivent travailler avec l'impérial. Ce qui risque fort de vous arriver dans votre future carrière. Donc, c'est essentiel que vous appreniez les deux systèmes et que vous puissiez convertir d'un système à l'autre pour chacune des unités de mesure concernées. Donc ici, les unités de mesure, c'est des onces par gallon. Euh, En métrique, ça pourrait équivaloir au gramme par litre. Donc, ok, mais là, on est en onces par gallon. Voilà. Donc, et ensuite, bon, dans la colonne ligne D, là, la 1, 2, 3, la quatrième, c'est la composition analysée qui va, donc, on va déterminer, qu'on va analyser, mais par la titration, la mesure brute qu'on va obtenir, c'est des volumes de titrant qui sont dans la colonne précédente en millilitres. Donc, le laboratoire numéro 1, c'est ça qu'on va faire. Vous allez faire des titrations, vous allez mesurer le volume de titrant utilisé pour l'analyse d'un échantillon. Il va y avoir là un point de virage qui va se faire entre le titrant et le produit analysé provenant de la solution de plaquage. Donc, il va y avoir un changement de couleur et ça, vous allez devoir arrêter de mettre du titrant exactement au changement de couleur. Et le volume de titrant utilisé avec une petite formule et à l'aide d'un facteur de titration dans la colonne A, chaque constituant a son facteur de titration, on en arrive à obtenir la composition en onces par gallon. Donc, c'est ça. Là, au départ, ce qu'il faut faire, la première chose, c'est d'aller calculer la masse de nickel dans toute la solution. Donc, autrement dit, la première information là, qu'on veut aller chercher, dont on a besoin, c'est la composition originale en onces par gallon qu'on doit avoir. Donc, tout ce qu'on connaît, c'est la masse, la concentration en NiSO4, en NiCl2, donc en sulfate de nickel, en chlorure de nickel, 40 et 9 respectivement. Et ça ne donne pas la concentration des ions nickel au total. On sait que le nickel provient de la fois de la dissolution du sulfate de nickel, plus le nickel provenant de la dissolution du chlorure de nickel. Donc, la concentration de nickel, ça va être la somme de la quantité de nickel provenant du sulfate de nickel avec la quantité de nickel provenant du chlorure de nickel. OK? Donc, il faut aller chercher la masse, okay, des ions nickel qu'on veut avoir dans notre solution. Donc, pour faire ça, on va commencer par aller chercher la quantité de nickel, la masse de nickel en onces qu'on doit avoir dans notre bain de plaquage de 20 gallons pour que la concentration, pour avoir, autrement dit, quelle est la masse de nickel qu'apporte le sulfate de nickel quand il est concentré à 40 onces par gallon dans un volume de 22 gallons. Donc, c'est simple. Ça paraît compliqué comme ça. Là. On n'a pas le choix. Il faut aller utiliser la masse molaire du sulfate de nickel. Autrement dit, on va aller au départ, aller connaître en masse, parce que la molécule de sulfate de nickel, elle a un poids, elle a une masse, là, une mole, par exemple, de sulfate de nickel, ça a une masse. Ben, il y a une fraction de cette masse de la molécule qui correspond à la masse de l'atome de nickel. Okay? C'est ça qu'il faut aller au départ calculer. Donc, là, ce que je vous montre, c'est le résultat de la masse de nickel provenant du sulfate de nickel et dans la cellule Excel C14. Et là, ce que je vais faire un petit double. Ah, ça ne fonctionne pas. Comment ça se fait?
Je vais juste baisser le système. Habituellement, on voit toute la formule quand on fait ça. Ah ben non. Ok, bon, ben on va la regarder d'abord en haut. Donc, excusez là, parce que l'affichage, j'espère que l'animation, vous êtes en mesure de voir les chiffres, parce que c'est bizarre, je suis quand même pas capable de les faire apparaître ici. Ils apparaissent pas. Bon, bon, c'est correct. Donc, on va tout simplement regarder ici. Donc, regardez bien, ce qu'on fait, c'est tout simplement, il faut aller chercher la masse de nickel dans une molécule. OK? Et je divise ça par la masse totale de la molécule. Fait que je vais avoir la fraction de la occupée, représentée par le nickel dans la masse totale de la molécule de NiSO4. Fait que là, il faut utiliser les masses molaires de chacun des éléments. Donc, on a besoin de la masse molaire du nickel, on a besoin de la masse molaire du soufre, puis on a besoin de la masse molaire de l'oxygène, puis on a même besoin de la masse molaire de l'hydrogène, ben, de la molécule d'eau, parce que, en réalité, au département, on a du sel, sulfate de nickel, ça vient à l'état solide, c'est un sel qui est de couleur verte, mais ça vient hexahydraté. Chaque molécule est liée avec 6 molécules d'eau pour faciliter sa dissolution. C'est pour ça. Donc, ça. Là, donc, ça représente une masse aussi. Donc, la molécule au complet, là, je ne l'ai pas mis, j'aurais peut-être dû le mettre pour plus de clarté, je vais l'ajouter, juste pour ne pas l'oublier. C'est que c'est accompagné de 6 molécules d'eau. Oups, je vais le marquer ici. H2O. Même chose pour le chlorure de nickel, soit dit en passant. Lui aussi, il est accompagné de 6 molécules d'eau qui contribuent à la masse. Voilà. Donc, si on regarde la petite formule en haut, là. Donc, ce qu'on fait, c'est que on va chercher, vous voyez, le 58,693, c'est la masse molaire du nickel du nickel. Et puis, on le divise par la masse totale de la molécule. Donc, la somme de la masse de l'atome de nickel plus la masse molaire de l'atome de soufre plus 4 fois la masse de l'atome d'oxygène, parce qu'il y a 4 atomes d'oxygène, O4, plus 6 fois plus la masse de 6 atomes d'hydrogène. Même plus que ça, c'est 12, parce qu'il y a 12 atomes d'hydrogène dans 6 molécules d'eau, plus 6 autres fois la masse de l'atome d'oxygène. Ben, la masse molaire de l'eau, c'est pas compliqué, là, c'est 16, qui est la masse molaire de l'oxygène, plus 2 hydrogènes, donc c'est 18. OK? Fait qu'on va mettre ça directement. Là. Fait qu'il y en a 6 molécules. Ça fait que les molécules d'eau représentent une masse molaire de 6 fois 18, qui s'ajoute à la masse des 4 atomes d'oxygène, de l'atome du soufre et de l'atome de nickel. Donc, vous voyez, là, au dénominateur, là, ce que je surligne ici, là, comme ça, là, donc c'est la masse molaire du nickel, plus la masse molaire du soufre, qui est de 32,065, plus 64, c'est quoi? Ben, c'est 4 fois la masse molaire de l'oxygène, donc c'est 16 fois 4, plus 6 fois la masse molaire de la molécule d'eau. Donc ça, c'est la masse totale de la molécule. Et au numérateur, ben, vous avez, parce que nous, on veut avoir la proportion en pourcentage, là, quelle proportion représente la masse de l'atome de nickel dans la molécule, qui est donc de 58,193. Donc, on fait 58,693 divisé par la masse totale. Donc là, on a une fraction qui n'est pas montrée ici directement, là, mais qui est une fraction. Mais là, sachant que je dois avoir 40 onces par gallon dans un volume de 22 gallons, OK? Donc, ça me donne la masse totale du NiSO4 6H2O qu'il doit avoir dans la molécule, dans la solution. Donc, si je veux avoir juste le nickel, ben, je multiplie ça par la fraction que je viens de calculer auparavant. Donc, quand on fait le calcul, okay, la masse de nickel provenant du NiSO4, que je mets ça en caractère noir, ça donne 196,57 onces d'atomes de nickel dans la solution qu'il doit y avoir à la fin. Provenant du NiSO4. Parce que, il ne faut pas oublier que le nickel, il y a d'autres nickels qui arrivent du chlorure de nickel, 6H2O.
oh, là, il faut calculer. Il faut faire exactement le même type de calcul ici. Donc, je vous montre là, en haut encore. Donc là, cette fois-ci, il faut la masse totale de la molécule, c'est 2 atomes de chlore. Donc, c'est pour ça que là, vous voyez 35,45 plus 35,45, c'est la masse molaire du chlore. Il y a 2 atomes de chlore, donc on calcule 2 fois. Plus, il y a encore 6 molécules d'eau, donc 6 fois la molécule 18, plus l'atome, la masse de l'atome de nickel, ça c'est la masse totale, et on divise uniquement la masse de l'atome de nickel par la masse totale, ça donne une fraction, fois la masse de toute la molécule, là, qui est obtenue par la concentration qu'on doit avoir, c'est 9 onces par gallon qu'on multiplie par le nombre de gallons, donc on obtient la masse d'atomes de nickel dans la solution qui doit provenir du chlorure de nickel. OK? Bien entendu, la masse totale, donc, on est capable, là, on est donc capable d'aller chercher le chiffre qui va dans la cellule B7, qui est la quantité de nickel, la concentration en nickel. Comment dit, c'est la concentration originale en nickel que je dois avoir en onces par gallon. Donc, ça correspond donc au nom, à la masse totale de nickel, divisé par le 22 gallons. On va avoir notre concentration. Puis la masse totale de nickel qu'on doit avoir, ben c'est celle, la masse de 196,57 onces provenait du sulfate de nickel, plus le nickel provenant du sulfate, du chlorure de nickel, qui est de 48,91. Fait qu'on fait la somme des deux, puis on divise ça par 22 gallons. Ça donne la concentration en ion nickel que je dois avoir. Donc, vous voyez dans la cellule, on voit en haut C14 plus C15. Donc, c'est bel et bien 196,57 plus 48,91. Donc, les cellules C14 plus C15 qu'on divise par C2 qui est dans lequel il y a le chiffre de 22 gallons qui est le volume total. Fait que là, on a, quand on fait le calcul, ben, on obtient 11,16 onces par gallon. Donc, c'est la concentration en ion nickel qu'on doit avoir dans le bain de plaquage quand le bain de plaquage va être corrigé. Voilà. Là, c'est pas terminé. Parce que ça, c'est pas pratique, ça, de savoir 11,16. Le résultat de 11,16, c'est un chiffre qui va nous permettre d'aller chercher la masse des trois sels, donc des deux sels, sulfate de nickel et chlorure de nickel, que j'ai besoin d'ajouter. Donc, parce que on peut le nickel métallique, là, mettons si vous imaginez du nickel métallique, si vous mettez ça dans l'eau, ça se dissout pas. Fait qu'on peut pas mettre du nickel sous sa forme métallique puis mélanger ça. Fait qu'on met le nickel sous forme de sel, ça se dissout. C'est ça l'idée. Donc, il faut connaître là, les masses là, de sel qu'on a besoin pour faire l'ajustement du bain de plaquage. Donc, le 11,16, c'est un résultat de transition qui va nous permettre d'avancer plus loin dans notre démarche. Donc, l'étape suivante, c'est maintenant d'aller chercher la masse de chlore qu'on doit avoir dans notre solution, d'un coup que la solution est corrigée. Mais ce qu'on remarque, c'est que le chlore, il provient uniquement du chlorure de nickel. Puis on sait qu'on doit avoir 9 onces par gallon. Donc automatiquement, on connaît la concentration en chlore qu'il va avoir dans la... Là, cette fois-ci, j'ai marqué Cl2, mais en réalité, ce sont des ions chlore. C'est pas grave, là. Donc, je vais aller donc calculer la masse de chlore qu'on doit avoir dans le bain de plaquage après correction, considérant qu'on doit avoir 9 onces par gallon de chlorure de nickel, puis considérant que le chlore provient uniquement du chlorure de nickel. Donc, là, il faut que je sache la proportion, la masse, la proportion du chlore dans la molécule. Donc, la masse des atomes de chlore dans tout le sel, dans toute la molécule hydratée, là, elle correspond à quel pourcentage? Donc là, je vais tout simplement diviser la masse des deux atomes de chlore par la masse totale de la molécule hexahydratée. Donc on voit ici au numérateur 35,45 fois 2, puis on divise ça par, encore là, les deux atomes de chlore, plus l'atome de nickel, plus les 6 molécules d'eau. Donc ça me donne la proportion, la fraction de la masse représentée par les atomes de chlore, que je multiplie par la masse
de l'atome, de la molécule NiSL2 CH2O que je dois avoir dans mon bain, donc que je connais parce que je sais que je dois avoir 9 onces par gallon dans 22 gallons. Donc, je fais la fraction fois B9, qui est la concentration qu'on veut avoir, fois C2, ici dans la formule, qui est le volume en gallons. Fait que ça me donne la masse de chlore, d'atomes de chlore qu'il doit y avoir dans le bain de plaquage après la correction du bain de plaquage. Donc, ce qu'on veut avoir. 59,09. Ça aussi, c'est un résultat de transition. On va en avoir besoin plus tard pour avancer plus loin. Donc, connaissant la masse de chlore, ben là, je peux aller exprimer sa concentration en onces par gallon. Je ne fais que de diviser la masse de chlore de 59,09 divisé par le volume du bain de plaquage qui est de 22 gallons. Ça donne 2,69 onces par gallon. Voilà. Maintenant, là, on est prêt à aller chercher. On va aller chercher les valeurs des concentrations analysées du bain de plaquage, dans l'état actuel où est le bain. Là, parce que les concentrations qu'on vient d'obtenir dans la colonne B, c'est ce qu'on veut avoir au final. Mais on n'a pas ça, c'est ce qu'on vise. Mais là, la solution, probablement qu'elle est carencée en sel et peut-être aussi en acide borique. Fait que là, on veut aller connaître la vraie concentration de l'état actuel du bain de plaquage. Fait que là, on fait des titrations. On est allé chercher des volumes de titrants. OK? Et puis, on commence par exemple, on fait une titration sur le nickel. OK? Et dans la méthode qu'on va utiliser en laboratoire, vous allez chercher un volume de titration, c'est-à-dire la quantité de titrant que vous aurez utilisé pour faire changer de couleur la solution. Donc, il y a un révélateur dans le produit qu'on va ajouter dans le bain de plaquage qui, lui, va pouvoir faire une réaction chimique qui va vous dire qui va faire complètement réagir chimiquement le nickel et le volume utilisé de titrant va correspondre, va nous permettre d'obtenir la quantité d'ion nickel qu'il y avait dans la solution analysée. Donc, on part du volume de titrant qui est, par exemple, ici, on a analysé et on a utilisé 27 ml de titrant. Mais ce chiffre-là de 27, avec une formule, va nous convertir ça en concentration d'ion nickel en onces par gallon. Il faut utiliser un facteur de titration pour ça, qui est de 0,39. Et la formule, ben, c'est tout simplement la quantité de titrant analysé multiplié par le facteur de titration. Donc 27 fois 0,39, ça nous donne directement la concentration en ion nickel analysée dans le bain. Donc dans l'exemple que je vous montre, là, si on a utilisé 27 ml de titrant, ça veut donc dire qu'il y a 10,53 onces par gallon de nickel. Mais là, on voit tout de suite, là, nous, on veut avoir 11,16. Là, mais en réalité, on a 10,53. Fait qu'il manque du nickel dans la solution de plaquage. Donc, on sait tout de suite qu'il va falloir ajouter quelque chose, là, sulfate de nickel et ou chlorure de nickel. Bon, je continue. Ensuite, et là, c'est là que je suis pas sûr, là. C'est quoi la suite? Je crois que c'est le chlore qu'on fait après ça. C10, attendez un instant, je vais juste vérifier. Donc, oui, C10 fois E10. Oui, c'est rien que ça. Donc, on peut aller faire la même chose avec la quantité d'ion chlore. En passant, c'est pas du chlore gazeux Cl2, là, c'est des ions chlore. Donc, en utilisant son propre facteur de titration à lui, qui est de 0,237, et la formule est la même, c'est le volume de titrant en millilitres multiplié par le facteur de titration de 0,237. Donc, vous avez dans la cellule C10 fois 10, ce qui donne 2,61. Donc, il y a 2,61 onces par gallon de chlore actuellement dans ma solution de plaquage. Et il faudrait qu'il y en ait 2,69 onces par gallon. Donc, on est carencé. Là. Donc, ça prend du chlore. Il manque du chlore.
Et la seule façon d'ajouter du chlore, le chlore provient uniquement du chlorure de nickel. Donc, si je connais exactement la quantité de chlore à ajouter, donc il faut que je passe de 2,61 à 2,69 onces par gallon, ce qui fait une différence de 0,08 onces par gallon. Je connais donc automatiquement la quantité de chlorure de nickel euh, que je dois ajouter. Donc, ici, je vais faire le même travail. OK. C9 fois 1,9, ça me permet d'aller chercher la composition de chlorure de nickel analysée. Donc, on fait C9 fois E9. On utilise encore le volume de titrant pour le chlorure de nickel, multiplié par le facteur de titration qui est de 0,794. Donc, ça donne un résultat qui est de 8,73 onces par gallon dans l'analyse. Donc, on voit bien là, le résultat, on voit bien que les deux résultats, vous voyez ici, concordent l'un avec l'autre. Parce que ça aurait été illogique de dire, ben, il manque du chlore, mais il y a trop de chlorure de nickel. Ça n'a pas de sens parce que le chlore provient uniquement du chlorure de nickel. Donc, on voit qu'il manque une petite quantité qui correspond aussi, en tout cas dans les mêmes proportions, à la quantité de neuf qu'on visait pour le chlorure de nickel. Si je fais l'acide borique maintenant, donc il manque l'acide borique, on va aller voir là, en fonction du train utilisé s'il en manque. Donc la titration c'est 16,5. Puis l'acide borique c'est un acide. Puis on utilise, entre autres, pour la neutralisation, parce qu'il faut le neutraliser pour titrer, on utilise une solution d'hydroxyde de sodium. Et il faut donc spécifier la concentration pour utiliser le bon facteur de titration. Et dans le lab, dans la méthode qu'on va utiliser, la concentration est de 0,1. Je ne me souviens plus des unités, mais en tout cas, le facteur utilisé est de 0,1. Donc, vous voyez, dans la formule, c'est marqué, vous voyez, on utilise le volume de titrant pour l'acide borique. On a utilisé 16,5 ml. On multiplie par le facteur de titration, qui est de 4,12. Puis on multiplie par 0,1 parce que on se sert d'une solution d'hydroxyde de sodium pour la titration dont le résultat dépend de sa concentration. Donc c'est 0,1. Ça, c'est le 0,1, c'est la normalité. Donc, on peut exprimer une quantité, les hydroxydes de sodium émettent des OH- qu'on peut exprimer en molarité ou en normalité. Donc le point 1, là, ça correspond, là, étant donné que c'est dans le cas d'un ion simple, c'est-à-dire un ion NaOH et Na plus OH-, la normalité et la molarité ont le même chiffre. Donc c'est la concentration en mol par litre de la solution utilisée pour faire la titration en hydroxyde de sodium. Donc le point 1, ce sont des mols par litre. Et donc, quand je fais le calcul, le produit des trois, ça me donne un chiffre que vous voyez ici. Donc 6,80. On a la concentration en acide borique de cette façon-là. Et là, quand on compare avec ce qu'on veut avoir et ce qu'on a, au contraire de tous les autres, on a assez d'acide borique. On n'a pas besoin d'en ajouter. Donc, on a même un léger surplus. Ça, c'est pas grave, là. L'important, c'est que l'important en tout cas, il ne faudrait pas qu'il y en ait trop non plus d'acide borique, là, mais ça correspond à ce qu'on doit avoir là. Ça ne dépasse pas les maximums requis. Euh, tout ce qu'on s'aperçoit ici, c'est qu'on n'aura pas besoin d'ajouter d'acide borique, là. Il y en a amplement. Et au final, ce qui reste à déterminer maintenant, c'est la quantité de sulfate de nickel dont on a besoin, 6H2O. Donc ici, la formule qu'il faut appliquer, là, elle est ici. Donc on a besoin du contenu de la cellule D7. Donc on a besoin pour ça d'avoir la concentration en ion nickel total dans la solution qu'on a préalablement calculée, qui est de 10,53 onces par gallon. Concentration en nickel. Là, la formule, là, je vais peut-être attendre un instant avant de faire ça, pour pas tout vous mêler. Vous demandez qu'est-ce que je fais, puis d'où provient la formule. Donc, vous la voyez ici, elle est en bas du tableau.
Donc, la quantité de sulfate de nickel, donc elle provient de l'équation. Ici, on a besoin de la teneur en nickel totale. Et on fait la différence avec la quantité en chlore multipliée par un facteur de 0,83. On multiplie par 4,48, qui est le facteur de titration. Donc, c'est comme ça qu'on détermine la concentration en sulfate nickel hexahydraté. Donc, si je reviens à mon fichier Excel, c'est exactement la formule que je viens de vous présenter que j'applique directement dans la case du chiffrier. Donc, D7, qui est la concentration en nickel totale, 10,53, moins le contenu ici D10, qui est la concentration euh, en chlore, donc qui était présente dans la formule, que je multiplie par 0,83. Et ensuite, le résultat de tout ça, je le multiplie par le facteur de titration, qui est dans la cellule E8, pour la quantité de sulfate de nickel hexahydraté. Donc, quand j'applique l'équation, on a le résultat qui apparaît ici. On obtient 37,48 onces par gallon pour la composition analysée du sulfate de nickel hexahydraté. Donc, voyez-vous, là, le processus est quasiment complété. Tout ce qui reste à déterminer maintenant, parce que nous, au final, ce qu'on veut avoir, c'est combien exactement il faut ajouter de chacun des trois constituants. Là. Ça vient à l'état solide, c'est des sels à l'état solide, donc faut connaître la masse à ajouter au final pour pouvoir éventuellement l'incorporer dans le bain de plaquage. Donc, on a les concentrations, on a tous les chiffres de concentration. Donc là, à partir de maintenant, ça devient simple d'aller chercher la masse. Donc, comme par exemple, pour le sulfate de nickel hexahydraté, ben, vous avez ici ce qu'on fait pour avoir la masse en livres à ajouter. Ben, on fait la différence entre les deux concentrations, celle qu'on veut avoir et celle qu'on a. Donc, c'est ce qui va nous permettre d'obtenir la quantité à combler. Là. Donc, pour ça que vous voyez entre parenthèses B8, 40, moins 37,48, qui est la concentration de départ analysée. Ça donne l'augmentation de concentration que l'on doit faire. La masse, mais on doit multiplier cette concentration-là par le volume du bain de plaquage qui est de 22 gallons. Donc, on va obtenir la quantité à ajouter en onces du sulfate de nickel. Et moi, je veux en livres. Donc, on aurait pu laisser ça en onces, là, mais histoire d'ajouter un petit peu de difficulté au problème, on convertit les onces en livres. Il y a 16 onces dans une livre. Donc, on divise par 16 après tout ça. Donc, ça donne comme résultat, concernant la quantité à ajouter de sulfate de nickel hexahydraté, ça donne 3,4643 livres. Ensuite, on fait la même chose pour le chlorure de nickel. C'est exactement la même démarche. Donc, la différence entre 9 et 8,73 fois 22 gallons divisé par 16 livres 16 onces par livre. Ce qui donne, dans le cas du chlorure de nickel, 0,3658 livres. Et finalement, pour ce qui est de l'acide borique, c'est la différence. On va avoir 6,8. On va avoir 6,5 ou 6,8. Mais là, regarde. C'est sûr que si on fait le calcul, ça va donner un chiffre négatif. Ça veut dire qu'on n'a pas moyen d'en ajouter. Donc, on n'aura pas besoin de corriger pour l'acide borique. Il y en a déjà assez. Voilà! Donc, ça, c'est la démarche là, qu'on va reproduire en laboratoire à partir de vendredi. Donc, vendredi, ça va être ce qu'on va devoir faire. Là. Toute la matinée, là, les 3 périodes vont consacrer à la titration
des différents... il y a des titrations qu'on va faire. Pour chaque élément, il faut le titrer trois fois. Donc, je vais en profiter. Je vais aller voir combien de temps que j'ai utilisé. Puis, voir si j'ai le temps d'aller regarder. Oui, parfait, 39 minutes. Donc, maintenant, ce que je vous réfère ici, c'est le cahier de laboratoire que j'ai oublié d'ouvrir au préalable. Ça me dépêche. Où c'est que j'ai mis ça? Euh, ok. Non, choisir classe. Traitement thermique. Place. Non, je vais aller le chercher par mon document principal ici à la place. Bon. Donc, cahier de laboratoire ici. Voilà. Ah. Donc, en ce qui concerne l'analyse de composition chimique, ça vient après. C'est sûr que dans l'ordre chronologique, on l'a mis en dernier, analyse chimique. Donc, c'est le premier laboratoire qu'on va faire ici, page 14 du plan de laboratoire. Donc, les grandes lignes sont spécifiées ici. Ah. Donc, ce qu'on va faire en lab, la procédure est ici. Moi, ce que je vais faire, là, parce que le laboratoire va commencer à 9 heures, mais très tôt le matin, je vais brasser la solution de plaquage, même que je vais probablement le faire la veille, pour que la solution soit homogène, de façon à ce que quand on va prélever des échantillons de solution de plaquage, qu'on puisse être représentatif. Donc, quand la solution de plaquage est au repos depuis très très longtemps, là, depuis plusieurs mois, les sels ont tendance à s'accumuler dans le fond du bassin et ça fait baisser les concentrations. Fait qu'il faut mélanger ça comme il faut avant de faire la titration en tant que telle. Donc, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'analyse de chaque ion, entre autres le nickel, le chlore. En tout cas, on va analyser, regardez tous les éléments qui vont être analysés ici. Là, la liste est ici. Là. Donc, on va prélever 3 échantillons pour l'analyse de l'ion nickel standard. Ensuite, 3 autres échantillons que vous allez prélever de l'ion nickel du bain de plaquage. Prélever 3 échantillons pour l'analyse de l'ion chlore. Donc, vous allez titrer 3 fois pour l'ion chlore. Vous allez faire 3 autres titrations pour l'analyse de l'acide borique. Puis, on va même faire une mesure du pH du bain aussi. Donc, les 3 échantillons de chaque constituant doivent être faits en parallèle. Ça veut dire qu'on peut en faire en même temps. Là. Et pourquoi 3 fois? Comme par exemple, vous avez ici la procédure très détaillée en ce qui concerne l'analyse de l'ion nickel. Et il faut faire ça 3 fois. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait une titration pour la première fois, on ne connaît pas vraiment le volume de titrant qu'on va avoir besoin. Donc, ce qui arrive, c'est que lorsqu'on fait couler le titrant dans la pipette, sachant pas du tout à quel volume on va utiliser, bien, il y a des bonnes chances qu'on passe tout droit un peu. Puis que là, on surestime, on utilise plus de titrant qui aurait été nécessaire. Donc, la première titration, là, elle permet surtout à savoir à peu près quel volume de nitrant on a en réalité besoin. Du coup qu'on le sait, là, une deuxième titration, là, on sait qu'on va avoir besoin d'à peu près tant de millilitres. Ben là, on peut se dépêcher avec la deuxième titration, on peut mettre plus rapidement le titrant, puis être capable de ralentir et de s'arrêter lorsqu'on approche du volume qui a, grosso modo, servi pour la première. Et puis, la troisième titration, elle permet encore d'aller chercher une meilleure fiabilité.
Fait que normalement, là, on fait la moyenne des deux dernières distractions. La première, on ne l'utilise pas parce que souvent, on en utilise trop, sachant pas à peu près quand s'arrêter. Donc, on fait une moyenne des deux dernières distractions pour aller chercher le plus de précision possible. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut en faire trois. Donc, vous avez toute la procédure ici. Il y a une autre procédure concernant l'analyse du chlore. Donc, on utilise beaucoup de produits chimiques pour faire la distillation, là. Puis, il y a une autre procédure concernant l'acide borique. Voilà, c'est ici. Tout est là. Donc, en grosso modo, là, vous allez avoir 9 distillations à faire. 3 pour l'acide borique, 3 pour le nickel et 3 pour le chlore. Ce qui fait que quand on va avoir les résultats, ben, on va pouvoir reprendre le calcul, la démarche que je vous ai montrée à partir des trois résultats qu'on aura eus. Donc, on va avoir besoin du volume de distillation utilisé pour le nickel, euh, le chlore, l'acide borique, et on va pouvoir aller chercher au final, avec la démarche que je vous ai montrée, les quantités de chacun des instruments manquants. Voilà. Donc, ça va compléter pour cette capsule-ci. Euh, je peux vous dire aussi que, de mon expérience, de mon observation, peut-être je l'ai déjà dit à vous, je ne me souviens plus si je l'ai dit à mon autre groupe, ça va plus rapidement en ligne donner des cours qu'en présentiel. Je ne sais pas trop pourquoi, mais c'est ce que j'observe. C'est ce que mes collègues observent aussi habituellement. Ce qui fait que je ne veux pas non plus prendre trop d'avance pour rien. Je veux quand même respecter, étendre la matière théorique la plus uniformément possible sur toute la session. Donc cette semaine, je vais utiliser seulement deux périodes. Je vais faire seulement deux capsules. Donc la première qui est ici, il va en avoir une deuxième aussi, mais je ne ferai pas une troisième capsule pour cette semaine. Euh, Parce que je pense qu'on commence, je pense probablement que j'ai déjà complété pas mal la théorie que je voulais avoir en prévision du premier examen. Il me reste peut-être que certaines choses à voir. Ça, je vous spécifierai ça dans un message bientôt, là, lundi ou mardi, là, quel va être le contenu du prochain examen exactement. Mais je ne veux pas aller trop vite non plus. Puis me ramasser avec une situation parce que là j'ai terminé la matière au milieu du mois d'avril, fin avril. Donc, puis je veux respecter votre rythme à vous aussi, bien entendu. Là, c'est pas avantageux non plus pour vous que moi, je vous pousse trop de matière dans un temps restreint. Euh, je, je crois que vous préféreriez que j'étende ma matière jusqu'à la fin pour que ça en fasse trois en même temps. Donc, pour ces raisons-là, ben, je vais faire seulement une deuxième capsule pour cette semaine. Il n'y aura pas trois capsules. Voilà.